Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 11, première soumission et choix de maison d'édition. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. C'est une question aussi là qu'on a reçue. En fait, le paragraphe est un peu plus long, mais je résume via le cœur de la matière. Vous parlez du choix d'un éditeur. C'est vrai qu'on en parle souvent. Vous parlez du choix d'un éditeur. Il faut que ça colle à leur ligne éditoriale, bien sûr, mais il y a aussi les différents choix possibles entre une grosse boîte ou une petite maison indépendante, les corrections que les uns et les autres vont nous demander, le facteur humain. C'est bien beau choisir son éditeur, mais dans les faits, à quel point le choix est-il possible ? Et c'est certainement tout à fait une question légitime parce que ça peut effectivement paraître un peu opaque de l'extérieur et on vous répète quand même assez souvent qu'il faut la bonne maison pour le bon projet, qu'il faut pas compromettre l'envie tout en sachant évidemment accepter les corrections et on en a parlé à l'épisode précédent, le fait que, oui, pour publier, il faut avoir du réseau, on entend un peu parfois cette idée, comme quoi, ben oui, mais vous êtes installé, donc vous faites un peu ce que vous voulez. Non, déjà. Il y a effectivement, je trouve pas mal de choses qui sont légitimes dans cette question, mais, cependant, oui, il est important de choisir sa maison d'édition, et c'est possible, je pense. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, à vous, là tout de suite ? Là, moi, dessus, je me sens un peu la moins légitime parce que, comme je disais dans l'épisode précédent, j'ai pas commencé par des soumissions classiques. Après, on est beaucoup à pas avoir commencé par des soumissions classiques. Maintenant, par contre, je vois beaucoup d'amis qui sont passés par là. Et disons, le choix est quand même plus ou moins limité parce que, grosso modo, l'idée de base, c'est vous êtes un jeune auteur, vous faites vos soumissions. Vous allez faire, pour moi, 2 vagues de soumissions. La première, c'est les éditeurs qui vous font rêver, fantasmer, du moment que leurs soumissions sont ouvertes et que votre livre est dans leur ligne éditoriale. Et ensuite, vous faites une deuxième vague de soumissions si vous n'avez pas de réponse de la première, qui est les éditeurs qui sont dans la ligne édito de votre livre, mais qui vous font moins rêver. Avec un peu de chance, vous avez une ou plusieurs réponses à la première, et là, vous choisissez en fonction donc de tout ce qu'a dit Lionel auparavant, qu'est-ce qui vous parle le plus comme ambiance de maison, quel contact vous avez avec les éditeurs, etc. Sinon, pareil, si vous êtes dans la deuxième, vous choisissez dans la deuxième, etc., ce qui vous parle le plus. Et là, oui, il y a une part de chance parce que, j'ai des amis qui ont eu 3 réponses et à choisir entre 3 et puis d'autres qui ont galéré pour en avoir une. Donc, évidemment, tout le monde n'a pas le même choix. Mais voilà, la technique un peu de faire ces 2 vagues de soumission-là, déjà, ça vous permet un peu de faire une sorte de hiérarchie dans votre tête. Après aussi, sur le choix d'un éditeur, mini digression, c'est par moment aussi, vous n'allez pas avoir forcément le bon éditeur pour un roman tout de suite. Parce que vous êtes jeune, parce qu'aussi, mine de rien, vous êtes jeune en tant qu'auteur, vous pouvez avoir 60 ans et faire votre premier roman, vous êtes jeune. Vous faites votre premier livre, vous savez pas encore trop qui vous êtes, les gens en face non plus, parce qu'il y a eu un malentendu sur là où vous voulez envoyer votre livre, sur l'idée que l'éditeur s'en est fait. Et dans ce cas-là, c'est pas grave. Alors, soit vous vous en apercevez pendant les corrections, et dans ce cas-là, le mieux, c'est quand même de dire, tant pis. C'est pas grave, on se retrouvera peut-être sur un autre projet. Soit, c'est par exemple, quand le livre est sorti, vous vous rendez compte que la manière dont la maison d'édition, par exemple, le présente, correspond pas vraiment au projet. Le livre qu'ils ont fait correspond pas vraiment à votre public. Moi, j'ai eu ça avec la première édition d'un éclat de givre, qui est hyper belle, mais qui est une édition toilée qui, à l'époque, était vraiment chère par rapport au texte qu'il y avait dedans et qui a été marketée en direction du public qui lisait Jaworski chez les moutons, c'est-à-dire un public assez masculin et assez âgé. Alors que moi, j'ai un public qui est plutôt jeune et plutôt très féminin quand même. Donc juste, c'était pas le bon public en fait, et c'était pas un public qui avait forcément de l'argent pour investir dans cette édition toilée, qui pourtant était quelque chose que l'éditeur avait fait parce qu'il croyait au projet. Mais pareil, moi, c'était mon 3e livre avec sur les 3, un qui avait pas marché. Donc, voilà, c'est la faute de personne, en fait. C'est juste que là, après, j'ai eu de la chance parce que on a eu un article de Obscure Mag qui a vraiment boosté le livre. Il a eu un très bon bouche à oreille, il s'est rattrapé. Mais c'est vrai que c'était pas forcément la meilleure place. Et après, d'ailleurs, les aventures de Chet, elles sont passées en poche. Elles sont passées chez ActuSF où elles étaient beaucoup plus à leur place. Et ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose. Si pour votre premier roman, vous n'avez pas l'éditeur idéal, c'est pas grave, ça vous fait un premier pas. Et peut-être qu'après, des années plus tard, vous reprendrez votre premier roman ailleurs.
Bah là, par exemple, moi, j'ai Porcelaine, qui est mon vrai premier roman, qui va ressortir dans une très chouette jeune maison d'édition, et je suis super contente. Et voilà, et ça arrive à plein d'auteurs, en fait. Donc, oui, vous allez avoir un choix plus ou moins limité au début. Vous pouvez tout faire pour mettre un maximum de chances de votre côté. Oui, vous aurez sans doute pas l'éditeur idéal tout de suite, mais non, c'est pas grave. J'appuie complètement. J'allais dire qu'effectivement, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une stratégie hyper planifiée sur les 20 prochaines années au moment où on débarque. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir sur le terrain. Et je pensais notamment dans la question, est-ce qu'on cible plutôt des petits, moyens, grands éditeurs? Moi, c'est pour avoir testé différents types d'éditeurs que je me suis aperçu que globalement, je me sens plus en phase dans des structures un peu plus petites. C'est plus raccord avec mon fonctionnement. Et ça, j'aurais pas pu le prévoir à l'avance. C'est simplement d'expérience. Je constate que, voilà, selon le nombre d'interlocuteurs, tout ça, ça va être mon fonctionnement plus ou moins. Le premier éditeur qu'on cible et le premier n'est pas nécessairement, c'est pas un mariage pour la vie. On signe un contrat pour un livre. On voit déjà comment ça se passe. Et peut-être qu'on va continuer avec cet éditeur, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, c'est pas, quand on parle stratégie, c'est pas nécessairement quelque chose qui doit se planifier vraiment sur le long terme et qui doit être figé dans le marbre au moment où on arrive. C'est aussi des choses qui s'inventent au fil des circonstances, au fil des rencontres. Et un conseil que je donnerais, c'est de rester très attentif à ce qui se passe. Puisque j'expliquais, moi, dans l'épisode précédent où on parlait de nos parcours respectifs, au moment où j'ai commencé à publier des nouvelles, les 2 collections qui ont publié mes premiers livres n'existaient pas encore. Elles ont été créées vraiment dans l'année suivante ou les 2 années suivantes. Donc, rester vraiment à l'affût de tout ce qui se crée, essayer de suivre par Internet, aller faire des rencontres dans les salons, enfin, tout ce dont on a déjà parlé. Rester attentif à ce qui se passe, puisque le paysage de l'édition est en mouvement permanent. Il y a constamment des maisons qui ferment, des maisons qui ouvrent, il y a constamment des occasions qui apparaissent. Je pense que c'est tout aussi important que d'avoir une vision vraiment figée dans le marbre, c'est de rester attentif à ce qui se passe. Ouais, le paysage de l'édition, d'ailleurs, va quand même assez souvent plus vite que le temps de la création, parfois. Donc, ça rend d'autant plus compliqué le fait d'avoir une stratégie de long terme. Le rapport à ces histoires de stratégie, effectivement, c'est quelque chose qui s'adapte au fur et à mesure. Et aussi, je pense que, en plus de le découvrir à mesure qu'on a des expériences, on le découvre aussi à mesure que le temps passe, parce que le temps de la littérature est quand même assez long, on sort quand même assez rarement 15 bouquins par an, c'est des choses qui se construisent sur la durée, dans le temps de la création, dans le temps de la fabrication, etc. Et donc, la vie avance aussi. Et on va aussi évoluer soi-même, et je pense qu'il faut se laisser cette place-là, de voir que les expériences qu'on a vont peut-être aller à l'encontre de la stratégie qu'on avait, que on évolue aussi et qu'on a peut-être des envies différentes. Et je vais ressortir un peu un de mes chevaux de bataille habituels, mais il faut être patient dans ce métier. Juste rapidement, je pensais amusant de donner en grandes étapes perso la timeline que moi j'ai eue. Aujourd'hui, j'ai 46 piges. Je suis né en 78, donc j'ai écrit quand j'étais môme. J'étais plutôt pas trop mauvais à ça. J'aimais bien écrire. Je me suis dit, quand j'étais post-bac, genre en 98-99, tiens, j'aimerais bien avoir une composante créative dans ma vie. Je me suis mis à écrire, entre guillemets, sérieusement, en 2000. J'ai publié ma première nouvelle professionnellement en 2004. Et déjà, c'est rapide. J'ai publié mon premier roman en 2010. J'ai fait un passage au Seuil, où finalement on n'a pas forcément toujours très bien fité, mais juste anecdote rapport au fait de la choix de la maison d'édition, c'était pas ma première maison d'édition, c'était la 3e. Mais le Seuil, une collection au Seuil, c'était Don Quichotte qui vient me voir et qui me dit on aimerait bien faire des trucs avec vous. À l'époque, je me dis tiens, peut-être que de la fantaisie pourrait leur plaire, et le format de ce qu'ils cherchent ne correspond pas à l'envie que j'avais pour le projet que je leur soumettais. Et je leur ai dit, vous savez quoi, je pense que c'est pas le projet pour vous. On pourrait dire, à l'époque, jeune auteur avec juste un roman et un recueil de nouvelles dans ma besace. Et la réaction de l'éditrice a été, vous savez quoi, le fait que vous refusiez ça et que vous préfériez ne pas faire ce projet-là me donne confiance en vous, parce que ça veut me dire que vous n'êtes pas en train, en fait, finalement, de prendre le premier contrat qu'on vous tend. Donc, ça a été une marque de professionnalisme de décliner quelque chose. Donc, comme quoi, il faut vraiment être authentique avec soi-même. Finalement, on a fait autre chose, c'était la trilogie Léviathan, etc. Et je pense que je suis arrivé à peu près là où j'en suis en termes d'équilibre de revenus, puisque je fais des ateliers, des conférences, des trucs à côté, etc. Et de maturité créative et de création depuis à la louche environ 2014-2015. Donc, il a fallu 15 ans.
en fait. Et autour de ces 15 ans, j'ai pas rien fait. J'ai eu des tas d'expériences, etc. Et je me suis aussi bâti en tant que personne et en tant qu'auteur. Et donc, je vais pas faire mon vieux con en disant oui, on veut tout de suite aujourd'hui, hein. Mais c'est un métier de patience. Et il y a des gens qui vont aller beaucoup plus lentement encore que ce que j'ai fait. Il y a des gens qui vont aller beaucoup plus vite. Et c'est normal. Et c'est le parcours de chacun, chacune. On parle souvent, hein, c'est la blague, on parle souvent d'émergence créative. Mais l'auteur, il fait partie de l'émergence créative aussi, je pense. La personne aussi et le plan de carrière et l'envie vont s'installer aussi dans la durée rapport à ce qu'on veut faire. On en a parlé dans l'épisode sur la stratégie, tout aussi en déterminant là où on veut aller après. Donc, bien sûr que quand on est tout frais, tout jeune, on va devoir se trouver confronté à un certain nombre de choix, que peut-être nos horizons vont être un peu plus limités parce que on n'aura peut-être pas autant la même liberté de création parce on a effectivement des premières armes à faire aussi. On a à montrer et à prouver qu'on peut travailler avec soi. Hein. Mélanie, à l'épisode précédent, tu parlais de l'importance que Léa Sillol plaçait sur la relation humaine qu'il pouvait y avoir avec les auteurs-autrices avec qui elle travaillait. Et il y a aussi le fait que on acquiert de l'expérience et de la compétence. C'est un art et c'est quelque chose qui s'acquiert toute la vie. Donc, il est capital de rester fidèle au projet qu'on veut faire, mais il faut aussi, je pense, c'est important dans ce qu'on va faire et dans les choix qu'on va faire au début, reconnaître ce qui est à notre portée en tant que compétence pure, tout bêtement. Hein, je dis tout le temps ici que j'aurais jamais pu faire une série comme Les Dieux Sauvages quand j'ai commencé, j'avais pas la skill, tout bêtement. Je pense aussi, c'est important bien sûr qu'on est investi dans tous nos projets, mais nos premiers projets, ils ont la vie qu'ils ont parfois. Estelle, tu parlais du début du placement d'un éclat de givre. Moi, la série Léviathan, qui était vendue en thriller alors que c'est de la fantaisie urbaine, le placement a pas forcément été non plus hyper bien raccord avec ce qui était l'objet. Et bien sûr qu'on veut que nos projets fonctionnent et qu'ils fonctionnent bien et parce qu'on y met du temps et de l'investissement, mais en même temps, il faut aussi se rappeler que on joue pas sa vie sur les premiers livres qu'on a. Bien sûr qu'il faut mettre le maximum de chances de notre côté, bien sûr qu'il faut les faire, et je suis pas en train de dire qu'il faut les sacrifier, hein, on est bien d'accord. Mais il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, du surinvestissement émotionnel et professionnel, dans se dire il faut absolument que ça marche avec le premier bouquin. Nous sommes l'exemple qu'il y a une vie après de potentielles erreurs de placement ou de casting semi-partielles, disons. Aparté, j'ai placé cet épisode très volontairement après le précédent sur nos 3 parcours pour justement montrer que ces choses-là sont possibles et qu'elles s'inscrivent dans la durée et que les opportunités se créent aussi d'une certaine manière, je pense. Je crois qu'Estelle, c'est toi qui l'as rappelé dans l'épisode d'avant, à partir du moment où on est dans quelque chose. C'est pas pour dire que les trucs nous tombent tout cuit dans le bec, hein. Faites la part des choses dans ce que je dis, mais on n'est pas obligé de vendre son âme pour publier son premier bouquin, c'est ça le truc, quoi. En fait, quand on parle de choix, pour moi, si vous pouvez, essayez de vous créer en tout cas des conditions où vous n'êtes pas obligé de signer tout de suite. Des conditions financières, parfois, ça peut être aussi. Par exemple, quand on a quelques premiers bouquins qui marchent, c'est très tentant de tout miser financièrement là-dessus. Mais si vous n'avez pas derrière, des économies, des gens qui peuvent vous aider ou n'importe quoi, ça peut faire qu'après, vous pouvez vous épuiser à faire des commandes et à écrire très vite des livres parce que vous n'aurez pas le choix de dire non, en fait. Donc, voilà, ou psychologiquement aussi d'être prêt à dire, si je publie pas de livre pendant 1 an, c'est pas grave. Et comme ça, pareil, vous serez pas obligé de signer le premier contrat qui va tomber parce que vous dites non, tant pis, si je publie pas de livre pendant 1 an, 2 ans, c'est pas si grave. Voilà, donc donnez-vous les conditions au maximum, déjà évidemment économiques parce que c'est important. Psychologique aussi parce que ça joue beaucoup de ne pas être obligé de signer le premier contrat qui va arriver si c'est pas le bon ou le contrat le plus rapide si c'est pas le bon. Je sais que c'est pas facile à faire, hein. Franchement, j'en suis méga consciente, mais c'est vraiment un point auquel il faut quand même réfléchir, je pense. Si on veut pas se brûler les ailes et se griller trop vite dans ces métiers. Juste pour rappeler que l'écriture peut tout à fait s'accompagner d'autres métiers de manière provisoire ou plus durable. C'est tout à fait possible. C'est mon cas personnellement. Et que éventuellement avoir une deuxième activité professionnelle qui soit également dans le monde de la culture, le monde des livres, ou qui d'une manière ou d'une autre soit liée au milieu dans lequel on souhaite publier, ça peut créer des ponts. Comme moi, j'ai eu certains contacts pour l'écriture par la traduction, ça peut être participer à
participer à un site, participer à un fanzine, enfin je sais pas, ça peut être beaucoup de choses, mais simplement être là, exister, tester des choses, rencontrer des gens, et tout ça peut contribuer justement à exister au-delà de simplement l'envoi du manuscrit, et à exister et à se faire sa place tout simplement. Petite citation pour terminer. Très peu d'auteurs savent ce qu'ils font avant de l'avoir fait. Anne Lamotte. Estelle avait fait remarquer que ça pouvait aussi s'appliquer à l'épisode précédent sur nos parcours. C'était procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écrire.